moi, c'est une fenêtre. Qu'on leur donne les outils qu'il faut pour réussir. De lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université Johns Hopkins. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Diasporama qui s'intéresse à la valorisation de notre diaspora à l'étranger. Sommes-nous aujourd'hui capables d'évaluer la richesse que peut représenter cette diaspora? Peut-on qualifier et quantifier l'apport de cette communauté en termes de savoir-faire, de capital et surtout en termes d'intérêt à vouloir investir en Algérie? Ce soir, nous verrons des exemples de success story avec nos invités qui nous parleront des conditions de réussite de l'entrepreneuriat en Algérie, notamment avec le dernier classement de Doing Business qui permet à l'Algérie de gagner 9 places. Nous évoquerons également dans cette émission le tourisme et la promotion de la destination Algérie. Voilà en gros les points que nous allons développer ce soir avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir M. Ammar Khadraoui. Vous dirigez un cabinet de conseil en stratégie et en transformation, Asmos Consulting. Vous vous définissez comme spécialiste en innovation et en conduite de changement. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je reçois également Madame Linda Belkacemi. Vous êtes spécialiste dans le networking ou le réseautage, puisque vous êtes présidente de Maghreb Business Networking. Vous dirigez par ailleurs un centre de formation, de campus. Donc vous êtes installée ici en Algérie depuis à peu près une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça. Bonsoir. Votre centre de formation propose donc plusieurs formules pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, notamment des formations gratuites. On en parlera tout à l'heure. Je reçois également Monsieur Nour Selmi. Vous êtes responsable de desk dans une agence de voyage. Je rappelle également que vous étiez établi en Tchéquie pendant 11 années à peu près. Vous êtes aujourd'hui rentré au pays. Bonsoir. Bonsoir. On parlera tout à l'heure de votre expérience également. Alors, Monsieur Khadraoui, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes une personne qui était complètement intégrée en France. Vous avez eu la chance de faire une bonne école. Vous avez fait une école de commerce, vous êtes également ingénieur. Vous n'avez jamais souffert vraiment d'un problème de chômage ou de difficulté à trouver du travail. Quelle a été votre première motivation? Pourquoi vous êtes venu investir en Algérie? Je pose la question de cette manière parce que souvent, on a cette idée que si notre diaspora vient en Algérie, c'est parce que aussi le problème de travail se pose avec la crise en France notamment. Je pense que si on vient parce qu'il y a des problèmes en France et qu'il y a une crise, il y aura aussi problème localement en Algérie. On ne peut pas venir vendre ce qu'on n'arrive pas à vendre ailleurs ou ce qu'on ne sait pas vendre finalement. Quand j'ai fait mon parcours estudiantin, école de commerce, j'ai tout de suite intégré des entreprises. En fait, je dis souvent que j'ai eu cette chance de ne jamais déposer de CV parce que j'avais cette culture beaucoup du réseau aussi. Et que le réseau, ça fonctionne partout et ça dépend de la valeur qu'on donne à notre réseau. Et ça dépend aussi de la valeur qu'on offre à notre réseau de partage, d'échange, etc. Oui. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un monde associatif extrêmement, efficace, efficient, où on faisait énormément de choses, où on sillonnait la France, où on sillonnait l'Europe. Donc ça m'a permis tout de suite d'intégrer des associations, des ONG, puis un cabinet de conseil. Et quelle a été finalement votre motivation? Pourquoi êtes-vous pour venir ici? En fait, c'est vraiment très personnel et j'aime bien le dire. Un jour, mon père a dit « Rabbi m'ja'alnish marboun fi bladi bla wahed min ouladi ». Et je me suis dit, tiens, après avoir élevé et éduqué 6 enfants dans cette France qui n'était pas sa patrie et qui est ma patrie, je suis franco-maghrébin d'origine algérienne et je suis beurdelais, pour ne pas dire bordelais. Oui. Je me suis dit, tiens, finalement, il y a la réussite professionnelle, il y a le parcours, mais il y a aussi la famille. Et si un papa, pour ses 6 enfants, aurait voulu, parce qu'il passe 8 mois par an ici quand même, il est très âgé, il est né en 1937. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas lui faire exaucer ce vœu, mais à une condition, que ce soit à la fois un projet de vie pour moi, que ce soit à la fois un projet professionnel et essentiellement un projet entrepreneurial. Oui. Vous êtes du genre à n'avoir jamais coupé les ponts avec le pays, parce que là aussi c'est la définition de la diaspora, c'est la communauté qui n'a jamais coupé les ponts vraiment avec l'Algérie. C'est votre cas également, Madame Belkacem. Pour vous aussi, l'Algérie est une affaire de cœur, puisque vous dites que vous n'avez, même avant de venir vous installer ici en Algérie, ouvrir votre école de formation, vous avez toujours travaillé sur des projets en rapport avec l'Algérie, n'est-ce pas? Exactement, c'est-à-dire que
j'avais cet attachement viscéral à l'Algérie. Donc j'ai fait des études en commerce international et j'ai toujours choisi de travailler pour des entreprises qui souhaitaient se développer sur l'Algérie. Donc ça remonte à 2001, où j'ai commencé mes missions dans des entreprises qui souhaitaient créer du lien avec l'Algérie. Elles avaient déjà des liens avec le Maroc et la Tunisie, puisque l'approche business est plus facile, entre guillemets. Et j'ai toujours intégré des entreprises qui souhaitaient développer leur courant d'affaires entre les deux pays. Et ça m'a permis, en fait, depuis 2001, de faire des allers-retours mensuels avec l'Algérie. Et j'ai travaillé pour ces entreprises. Donc, pour certaines, on est allé jusqu'à créer des filiales en Algérie. Oui. Et puis, jusqu'à l'immersion, en fait, totale en Algérie, puisque venir une fois par mois n'est pas tout à fait la même chose que de vivre en Algérie et de s'intégrer à des codes qui sont locaux. Et en même temps, j'avais besoin aussi de cette légitimité. Aujourd'hui, parler de l'Algérie avec justement un parcours professionnel depuis 2001 axé sur l'Algérie m'a permis en fait de décoder un certain nombre de choses, effectivement. Oui, ça vous a préparé un peu au fait de vous établir en Algérie. À l'époque, vous étiez dans le réseautage, c'est ça? Vous avez travaillé longtemps sur le networking. Alors, la première rencontre networking que j'ai faite à Lyon date de 2009, enfin un peu avant, fin 2008. Où j'ai invité Slim Othmani, patron de Rouiba, à venir nous parler de l'Algérie avec son franc-parler que l'on connaît. Et puis l'idée, c'était en fait d'inviter plusieurs patrons d'entreprises algériens qui avaient la possibilité en fait de partager leur expérience et surtout le potentiel du marché. Donc j'ai fait venir des patrons, sans les citer, mais des patrons de grosses structures algériennes. Et l'idée, c'était de se connaître également mutuellement. Et effectivement, tout est réseau. Donc il était important aussi de pouvoir, entre nous, mieux se connaître pour travailler aussi sur des offres complémentaires et échanger des bonnes pratiques et de la même manière également échanger des échecs. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué en Algérie ou à l'inverse, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Et l'échange des bonnes pratiques est essentiel. Ça vaut toutes les études de marché. Et commencer par approcher l'Algérie, c'est avant tout une histoire d'information. Et on connaît la difficulté d'avoir la bonne information, l'information stratégique qui va faire que vous prenez ou pas la décision d'aller en Algérie, d'où l'idée de ce réseau. Justement, vous qui avez travaillé très longtemps et vous le faites encore sur le networking ou le réseautage, le problème justement peut-être de la diaspora algérienne aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas réunis, qu'on ne se rencontre pas souvent. Oui. Est-ce que vous pensez que le networking est une manière peut-être de fédérer cette diaspora autour des mêmes objectifs? Oui. Voilà, est-ce que ça peut vous rendre plus offensif? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on remarque en fait que malheureusement, beaucoup d'associations aboutissent à des échecs parce que, au-delà des guéguerres de leadership qui va prendre le lead sur telle et telle association, on se rend compte aussi que l'objectif en amont n'était pas clair. Et moi, ma démarche, elle était clairement axée sur je veux créer une entreprise, je veux trouver un partenaire en Algérie, je veux comprendre les codes de l'entreprise en Algérie. Donc, mon réseau, si vous voulez, je l'ai d'abord organisé autour d'un objectif qui était très clair au départ. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle avoir la hnénitude, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la bienveillance. Si on n'est pas sur une approche bienveillante de l'Algérie, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a une certaine éthique des affaires qui est importante à mes yeux. Et le réseau que j'ai organisé tournait également autour de ça, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour Vous avez pu effectivement accompagner beaucoup de jeunes? Alors, on a accompagné, il y a eu de toutes ces rencontres, il y a eu 5 projets qui se sont concrétisés, notamment une entreprise qui a créé sa filiale dans l'emballage industriel en Algérie, sur Oran. Et on a eu aussi beaucoup de prestataires de services, donc une dans l'industrie et d'autres dans la prestation de services. Et effectivement, ça aboutit. Alors, c'est des mises en relation et de ces réunions, de ces rencontres-là, ont abouti ensuite des discussions
qui leur appartiennent et ils ont pu avancer effectivement ensemble et concrétiser effectivement un certain nombre de choses. J'aimerais vous faire réagir là-dessus, parce que vous avez parlé aussi, j'ai dit que vous travaillez dans une agence de travail, mais peut-être que la chose que je n'ai pas dite, peut-être que après votre retour de la Tchéquie, vous avez essayé aussi de monter votre propre affaire et que vous avez rencontré beaucoup de blocages. Vous auriez souhaité justement peut-être avoir une aide comme celle que propose Madame Belkacemi? En vérité, l'entreprise que j'ai déjà créée... C'est une entreprise qui est dans à peu près dans le même domaine de communication. Vous faites du networking, nous on fait de services après-vente, on va dire, ou bien service clientèle. C'est un call center. D'accord, dans les services. Voilà, donc c'est un call center et on va dire que oui, il y a un peu de difficulté pour entamer ce domaine en Algérie. On va dire le service client, c'est parmi les projets économiques les plus absorbants de taux de chômage. C'est des statistiques, c'est des experts en communication et en qualité de service qui disent ça. Donc, mais pour le moment, on va dire c'est un nouveau domaine, c'est pas un domaine très fréquent en Algérie, les call centers. Et du coup, oui, on trouve un petit peu de difficultés pour continuer le projet. Mais on espère toujours qu'il faut être persévérant en Algérie et je dis ça pas seulement en Algérie, partout dans le monde. Même quand j'étais en Tchéquie, je suis parti en Tchéquie que je ne connaissais ni le pays, ni la langue, ni rien. Et avec un peu de patience et un peu de persévérance, je suis arrivé là où je voulais arriver. Oui, alors on a écouté Monsieur Selmi sur justement le blocage ou peut-être les contraintes, mais avec vous, Monsieur Khtalaoui, j'aimerais vous poser une question. Alors, en pensant à ce projet, est-ce que vous aviez, au tout début peut-être, quand l'idée a émergé, est-ce que vous n'avez pas eu des réticences? En fait, ma règle était très claire. Il fallait que je fasse quelque chose de similaire que ce que je sais faire et sur lequel j'ai déjà démontré un savoir-faire, un leadership et une appétence certaine à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Être consultant, c'est pas simple pour transformer en cabinet de conseil. Il faut savoir vendre le conseil. C'est plus nous qu'on vend, c'est aussi de la méthodologie, c'est aussi de la réflexion, c'est aussi des consultants que l'on vend. Donc c'est une autre approche. Donc moi, mon premier levier, c'était déjà trouver un client qui répondait au positionnement dans lequel j'étais intégré, c'est-à-dire un positionnement de cabinet de conseil, cabinet de transformation. Donc une société multinationale ou qui répondent à des problématiques parapubliques avec un partenaire étranger de renom. Donc la réticence, moi j'en ai pas eu parce que quand je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est la définition d'un entrepreneur, de toute manière. On dit que c'est une personne qui prend des risques. Ouais, et puis je répéterai ce que tout le monde sait déjà, c'est quelqu'un qui part sans le parachute et qui essaie de construire le parachute. Oh non. Et puis j'avais aussi une identité maghrébine. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je savais qu'en compilant le risque en Algérie et le risque dans les pays voisins, je diminuais finalement l'appétence au risque en Algérie. Et ça s'est fait finalement, la confiance, mais c'est aussi la persévérance. J'aime beaucoup le mot volonté en anglais, c'est the will. On construit le futur avec the will. Donc finalement, c'est beaucoup de volonté qu'il faut avoir. Il faut avoir une approche marché et pas seulement une approche chiffre d'affaires ou une approche argent. Il faut avoir beaucoup de bienveillance. C'est totalement vrai, parce qu'on est sur des marchés qui ne sont pas simples. C'était quoi le terme que vous avez utilisé? L'attitude de la hnina. Il faut être hnin. Moi, ça va, on me dit que je suis un nounours, donc les nounours sont hnin. Mais sans cette bienveillance, on n'y arrive pas, parce que la bienveillance, c'est l'autre aussi. Comment on fait dans un environnement complexe, lorsqu'on arrive avec une certaine expertise, avec un certain savoir-faire, on a l'habitude de déployer des méthodologies très vite en Europe, et puis on arrive ici, c'est beaucoup plus compliqué à déployer. Si on n'a pas cette compassion, mais c'est pas une fausse compassion, c'est vraiment une compassion qui permet de comprendre l'autre dans sa complexité, dans sa difficulté, pour essayer d'adapter. Et c'est un mot que j'emploie souvent, c'est la glocalisation. Il faut savoir avoir les bonnes méthodes, c'est bien d'être allé dans les grandes écoles, c'est bien d'être allé dans les grands cabinets, mais il faut avoir aussi cette compréhension locale pour savoir quel est le levier que je vais transformer, que je vais changer, pour pouvoir répondre exactement, ou en tout cas de la meilleure manière localement.
Oui. Madame Qasmi, vous et M. Khadraoui, vous êtes dans le domaine de la formation, dans le domaine de la ressource humaine. Est-ce que ce choix, le fait d'investir dans ce domaine, est venu répondre à un besoin exprimé par le marché algérien, par exemple? Alors oui, alors moi, toute ma carrière professionnelle jusque-là, donc une vingtaine d'années, j'ai toujours travaillé en entreprise. Donc essentiellement, bien sûr, en France. Ensuite, il y a 5 ans, j'ai été recrutée, pendant 4 ans, j'ai été recrutée par un grand groupe privé algérien. Et je me suis rendu compte en fait qu'en Algérie, il y avait un souci de compétences, mais qui est lié à une chance inouïe. C'est que les entreprises algériennes vivent la croissance. Elles grandissent, elles se développent. Et pour accompagner cette croissance et ce développement, eh bien, il faut à la fois, elles ont un double enjeu en fait. Il faut à la fois consolider l'existant, donc mettre en place un certain nombre de choses au niveau ressources humaines. Et puis, il faut accompagner ce développement, donc anticiper des recrutements, anticiper en fait la croissance et l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et effectivement, il y a aussi le poste de DRH qui n'est pas forcément la voie de la ressource humaine n'est pas forcément valorisée en Algérie. Donc on se retrouve avec des patrons d'entreprise qui ont des difficultés à trouver des ressources et en même temps on a toute cette jeunesse-là qui est formée et l'idée de notre école, et on l'a compris tout de suite donc on a 2 écoles, hein. On en a une sur Sétif qui existe depuis 2001. Donc ça fait maintenant presque 19 ans, et Alger qui a été créé en juillet 2018. Donc on a compris qu'il fallait absolument agir autour des 2 parties, donc à la fois l'employeur et le jeune diplômé. Oui. Et on a travaillé ce qu'on appelle sur les soft skills, donc l'attitude en entreprise, et on s'est rendu compte qu'effectivement ce qui manquait aux jeunes diplômés algériens, c'est d'avoir les outils. Donc on leur offre cette boîte à outils où à l'intérieur ils vont trouver un certain nombre de modules de formation qu'on leur offre, hein, c'est complètement gratuit, et on va les aider à faire un CV, on va les aider à simuler des entretiens professionnels, on va les aider aussi, on leur donne la parole, exprimez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, parce que on s'est rendu compte aussi que souvent on choisissait l'université parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on voulait faire plaisir aux parents, parce que les autres ont choisi médecine, donc je vais faire médecine, et on se rend compte finalement que c'est pas un choix personnel. Donc on les aide aussi sur cet aspect-là. Vous aidez tout le monde, tous les jeunes qui ont besoin d'être aidés, ou les personnes qui veulent investir, les futurs entrepreneurs, c'est ça? Alors il y a plusieurs choses. Donc on s'occupe des jeunes diplômés parce que c'est une priorité, et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est 100% d'employabilité. Nos clients, les entreprises, ont des offres d'emploi et des besoins en formation. Donc notre rôle, c'est de matcher l'offre et la demande, c'est de faire converger les deux. Donc on forme les entreprises. Des formations sur mesure? Exactement, on fait des formations sur mesure pour les besoins internes de l'entreprise, mais on leur propose également ce vivier de ressources humaines, ces jeunes diplômés, en leur disant: très bien, ils ont le diplôme, mais ils n'ont pas la bonne attitude en entreprise, ou ils n'ont pas simplement appris les codes de l'entreprise. On va les préparer à ça, donc on leur offre cette formation. Et l'idée, c'est de pouvoir les intégrer aussi en entreprise. Et on a effectivement alloué un espace pour la diaspora, en fait. On a un espace dans notre école, puisque c'est une école, on a la chance d'avoir un bâtiment de 2000 m² d'espace pédagogique, donc c'est un gros bâtiment. Et on offre en fait un espace de networking à la diaspora. Tout investisseur qui souhaiterait développer ou à collecter de l'information en Algérie trouvera un espace de travail chez nous pour pouvoir travailler ou organiser ses rendez-vous en B2B. Oui. Vous, M. Khadraoui, vous êtes dans le développement, donc vous dites, de l'intelligence et du capital humain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est une urgence de s'intéresser à ce domaine en Algérie? En fait, c'est un projet. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence parce qu'il y a beaucoup de choses urgentes chez nous. Il y a beaucoup de choses complexes plutôt que urgentes. Le capital humain, il n'y a personne qui s'est arrêté d'y réfléchir, de l'entretenir. Les DRH aujourd'hui, ils se posent des questions. On a passé de nombreuses années à administrer les ressources humaines. On s'est posé la question de la formation. Énormément de choses ont été dites, tout a été dit. Nous, notre réflexion, c'est de dire que le savoir, il est disponible aujourd'hui. Il est vraiment disponible. Les jeunes et les nouvelles générations, finalement, elles en savent plus que nous. Quand elles veulent avoir une information, elle est disponible. Par contre, c'est comment ils vont la mettre
en action ce savoir-là. Alors il y a les soft skills bien évidemment, il y a le savoir-être et nous on travaille sur une autre notion qui s'appelle le mindset, c'est l'état d'esprit. Lorsque l'on est et que l'on est à côté du feu, ben, on est enfant, on touche le feu, ça brûle et c'est à ce moment-là qu'on apprend que ça brûle. Donc c'est un schéma mental. Nous, on travaille sur ces schémas mentaux-là au sein de l'entreprise. Alors on le fait de manière différente. Nous, on conçoit aussi des serious games. Alors, on revient à des choses qui sont essentielles aujourd'hui, dont toutes les études parlent aujourd'hui. On sait que revenir à l'expérimentation ludique mais sérieuse permet d'aller au-delà du savoir-faire et d'aller enregistrer des manières de faire. On est beaucoup une population du mimétisme, c'est-à-dire que quand on voit faire, on sait faire après. On est un pays qui s'est accéléré très très vite, on va tout doucement, nous, on prend le temps, mais quand on fait les choses, on y va très rapidement et on y va en masse. Donc nous, on a plutôt privilégié dans nos métiers, parce qu'on parle plus de transformation, d'accompagner la transformation dans des projets, dans des réflexions. Vous savez, même au niveau des comités exécutifs, on déploie des serious games qu'on conçoit localement, qu'on réfléchit ici, et aujourd'hui on arrive même à l'exporter. D'accord. On va passer à un autre secteur, au secteur du tourisme, où tout est encore à construire en Algérie. C'est un secteur aussi qui semble intéresser beaucoup d'entrepreneurs algériens issus de la diaspora. Selon vous, Monsieur Selmi, pourquoi ? Pourquoi cet intérêt exprimé par les jeunes issus de la diaspora au tourisme ? On va dire parce que déjà le marché algérien dans tous ces secteurs, c'est un marché vierge économiquement. Oui. Donc, on est un pays en voie de développement, donc il y a beaucoup de secteurs à développer en effet. Exactement. Donc du coup, le marché du tourisme, il est encore un petit peu pauvre en Algérie. Donc c'est pour ça que les entrepreneurs maintenant visent l'économie touristique ici en Algérie. Pas seulement l'entrepreneur, même l'État algérien a mis en œuvre plusieurs stratégies pour développer l'économie nationale, soit en agronomie et je crois que le tourisme il est en troisième. Est-ce que vous pensez que ça bouge, le secteur du tourisme ? Il y a eu récemment par exemple des assises nationales du tourisme où il y a eu beaucoup de recommandations avec la participation de plusieurs experts étrangers. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce secteur est un secteur qui est en train de bouger ? Moi je dirais oui. Parce que quand on voit, on va dire, les congrès que l'État organise et on va dire et les réunions qu'ils font pour améliorer et pour progresser le tourisme en Algérie. Donc oui, je pense qu'il est en bonne voie. Mais Rome n'a pas été bâti en un jour. Donc on va dire que c'est un projet à moyen terme, pour ne pas exagérer. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la culture touristique au sein des ménages algériens ? Si on parle du tourisme local, oui, l'Algérie, on a vu pas mal de fois que, surtout la mentalité algérienne, c'est une mentalité solidaire. On est très solidaire sur beaucoup de choses, comme on a vu des exemples avec nos pays voisins, et même en Algérie, quand on a eu quelques soucis, les Algériens ont essayé d'aider de leur façon et de contribuer au tourisme algérien. Donc, ils partent visiter le sud algérien. Même les agences de voyage organisent chaque week-end. Il y a beaucoup d'agences en Algérie qui organisent des week-ends dans plusieurs villes on va dire pour que les gens du sud ou de l'est connaissent leur pays, parce qu'en vérité, c'est pas une vérité qui se cache. C'est pas tout le monde qui connaisse notre pays. On a un pays qui est à peu près de 2 300 000 et quelques kilomètres carrés. Donc c'est un pays très vaste. Donc c'est vraiment, ça prend du temps. Et pour ceux justement qui ne connaissent pas leur pays, je vous propose tout de suite une virée dans le sud du pays, destination Janet, dans cette perle du Tassilnagé. Regardez ce sujet. Terre de tous les paradoxes, Janet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas.
Tassili Najer ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les déserts, les lacs, la jungle. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Mais... Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie d'Outadrat, très jolie. Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp. Dormir dans les tentes. Janet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure. Très belles images de l'un des plus beaux couchers de soleil au monde. Je pense que vous vouliez réagir, Madame Benqassem, sur ces images, justement. Oui, parce qu'on a une chance inouïe en Algérie, c'est qu'aujourd'hui, tous les touristes étrangers sont à la recherche d'un tourisme éthique. Donc je pense que on est à la fin d'un système avec le tourisme de masse. Et aujourd'hui, les touristes étrangers, quels qu'ils soient, recherchent de l'authenticité, recherchent justement des endroits qui n'ont pas été déformés, des endroits où la nature a ses droits. Et effectivement, dans le sud de l'Algérie et sur d'autres espaces aussi en Algérie, on a ces joyaux qui font la force de notre pays. À nous de les préserver, mais on a effectivement une carte à jouer. Il y a beaucoup de demandes, à nous simplement de nous organiser et de faire comprendre aussi aux personnes qui vont développer leurs offres, de garder cette authenticité qui sera garante justement du succès en tout cas de ces formules-là. Monsieur Khadraoui. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut garder l'authenticité, c'est primordial, c'est important, parce que le tourisme éthique, en tout cas le tourisme responsable, il est primordial. Mais j'ai envie de revenir à 3 éléments forts, je pense. Aujourd'hui, le premier ambassadeur de la destination Algérie, c'est les réseaux sociaux. Il ne faut pas se tromper. Et que les réseaux sociaux ont créé un engouement extraordinaire pour la destination Algérie. La deuxième chose, et pour rester dans le cadre de la diaspora, elle a muté aujourd'hui. Et elle n'a pas muté parce qu'elle a changé, elle a muté dans le cadre de son évolution. Les deuxièmes générations, on est né dans les années 70, 80, oui. Les enfants qui grandissent à l'étranger, ils ont du mal à vivre l'Algérie, le tourisme algérien que nous on vivait. Nous, on allait dans mon petit village à Azaba et on jouait avec un peu de fer et des tissus. Ça nous suffisait largement quand on était jeune. Le jeune aujourd'hui, les parents aujourd'hui cherchent vraiment une offre structurée pour leurs enfants. Ils aiment leur Algérie, ils aiment leur patrimoine. Donc ils cherchent, il y a vraiment une demande. Et il n'y a pas l'offre encore qui est adéquate pour truc. Et puis après, il y a une vraie problématique aujourd'hui de l'offre qui est proposée. On ne peut pas faire de tourisme de masse, donc il faudrait aussi le penser. Il y a des schémas directeurs qui sont pensés. Ça prendra du temps, mais c'est pas gagné encore. Oui. Monsieur Selmi, qu'est-ce que vous faites en tant qu'agence de voyage pour promouvoir justement la destination Algérie ?
Tout d'abord, pour promouvoir la destination pour le tourisme algérien, et notamment le désert algérien, je suis d'accord avec mon cher collègue que les réseaux sociaux font partie, et on va dire que c'est numéro 1 pour prospecter le tourisme algérien. Mais non, ça ne s'arrête pas là seulement, parce que pour promouvoir le tourisme algérien, il faut qu'on se mette tous ensemble, je parle des gens qui sont dans le secteur du tourisme, donc notamment l'État et aussi les grands patrons des agences de voyage. Donc pour prospecter le tourisme en Algérie, il faut vraiment penser aussi à investir beaucoup sur la publicité et mettre une stratégie de marketing pour que les gens à l'extérieur connaissent notre pays. Parce que selon ma petite expérience, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre pays. C'est pas tout le monde qui est. Vous pensez que l'Algérie est méconnue? Oui. J'en ai, parce que j'étais gérant d'un auberge de jeunesse en République tchèque. La République tchèque, c'est un pays qui est à peu près, on va dire, 17% de leur économie, elle fait partie du tourisme. Donc, quand j'étais gérant de cette auberge-là, j'ai connu beaucoup de monde de partout dans le monde, des États-Unis jusqu'à Singapour. Et quand je leur parlais de l'Algérie, je vais dire peut-être que 70% de ces jeunes-là ne connaissaient pas l'Algérie. Ils se disent, oui, it's Algeria in North Africa, they don't know where is it. Et là, cette erreur revient vers nous. On va dire nous, patrons d'agences de voyage ou bien du secteur. Vous pensez qu'on devrait commencer par où? Moi, je pense qu'il faut commencer tout d'abord le bien prospecter et vraiment mettre une bonne stratégie de marketing en œuvre pour faire connaître notre pays et notre merveilleux désert. Si vous permettez. Oui. On a nos voisins qui ont des superbes expériences. Ils ont fait de leur tourisme une marque. Ils ont fait du brand marketing derrière. Ils ont fait venir certains des plus grands influenceurs mondiaux. Pour reprendre une anecdote, lorsqu'aux États-Unis on parle d'Algérie, ils disent What? Nigeria, but you are not black. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas. Alors on est très francophone, c'est normal. Il y a un gros travail à faire sur la partie anglophone. Mais je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Il faut laisser. Vous pensez qu'on devrait commencer par où? Je pense qu'on devrait laisser les jeunes faire la pub de leur pays eux-mêmes et avoir un vrai politique de brand country, de brander le pays en fait, vraiment, d'avoir une vraie... Après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut que du tourisme de notre diaspora, on peut le faire aussi. Qui est-ce qu'on a envie de recevoir? C'est ça. Enfin, qui est-ce que nos gouverneurs ont envie de recevoir? C'est ça la plus grande question aujourd'hui. Parce que si on fait du marketing, il faut aussi être en mesure d'accueillir tout ce monde-là. Et je crois que depuis quelques jours, tout le monde rêve d'être algérien avec l'actualité. Donc, à mon avis, le marketing est quand même bien lancé. Et puis, la deuxième chose, il y a l'initiative du jeune Younes, qu'on salue aussi, qui a lancé la campagne pour justement ramasser les déchets autour de soi et qui aujourd'hui fait le buzz au niveau mondial. Et effectivement, la jeunesse algérienne vient de démontrer ces derniers jours que je pense que tout le monde a les yeux rivés sur notre beau pays. On va en parler tout à l'heure justement. J'aimerais juste qu'on voit un reportage sur le rallye Touareg qui a eu lieu à Tarit récemment. C'était avec la participation de 250 pilotes de 25 nationalités différentes. C'est un sujet signé Nesrine Ben Saïdi. Le départ se fera de Tarit, passant par Bni Abbas et plusieurs autres régions de l'ouest du Grand Terk oriental algérien. Pour l'organisation de cette 22e édition du rallye Touareg, l'Algérie a été choisie. Il s'agit d'une première historique. The story has been we have been sitting on a fire. Je vais raconter l'histoire de l'organisation pour la toute première fois de ce rallye. Nous étions, mes amis et moi, assis autour d'un feu de camp et on parlait des rallyes et comment doivent être bien organisés. Et c'est là que nous avons décidé d'organiser le rallye Touareg. La première année, c'était un petit rallye
Mais le déroulement a eu lieu dans de bonnes conditions et après quelques années, c'est devenu le deuxième plus grand rallye au monde. Aujourd'hui, nous sommes en Algérie, qui est un pays qui intéresse beaucoup de participants. Le désert algérien n'est plus à présenter, c'est à la fois le plus grand et le plus beau au monde. D'ailleurs, plusieurs des participants étrangers m'ont confié qu'ils se réjouissent déjà à l'idée de le découvrir pour la première fois. Enfin, il faut savoir que ce rallye a toute la latitude de devenir aussi fameux que le rallye Paris-Dakar. Sur une distance totale de 1500 km, les 250 pilotes algériens et étrangers auront 7 étapes à parcourir, 3 à Tarit et 4 à Bni Abbas. Outre le côté sportif, les participants issus de 25 pays auront à découvrir les paysages féeriques du grand désert algérien. C'était un sujet signé Emel Isseridir. Justement, on parlait de publicité ou de manque de publicité de ce grand pays qu'est l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique et qui reste méconnu malheureusement, selon en tout cas mes invités. Est-ce que vous pensez que justement ce type d'événement pourrait faire connaître notre pays ? Et faire la promotion de cette destination, justement. Oui, c'est sûr. C'est déjà cet événement de rallye d'ailleurs que je passe le bonjour pour le président de la Ligue mécanique de ce type de sport, qui font des efforts pour essayer d'organiser ce genre d'événement. Et ce genre d'événement contribue beaucoup pour promouvoir le tourisme en Algérie, notamment il y a des étrangers qui suivent, donc qui viennent participer. Donc ces étrangers-là vont sûrement, il y a leurs médias qui vont venir avec eux, et du coup ça aide pour on va dire pour donner une fiche de notre pays et du désert algérien. Alors Madame Qasem, vous proposez donc des formations de langue aussi au sein de votre établissement. Est-ce que vous proposez par exemple des séjours linguistiques ? Exactement. Alors on a lancé nos premiers séjours linguistiques, donc le prochain aura lieu en Égypte. Et on considère que les langues, c'est évidemment stratégique pour le développement du pays. On se doit d'être aux normes internationales, de maîtriser autant de langues que possible. Et ça commence à la fois auprès des enfants, mais aussi dans le monde de l'entreprise. On a aujourd'hui des patrons d'entreprise, on parlait de croissance des entreprises tout à l'heure, qui ont développé leur business grâce à leurs produits, qui exportent, mais qui malheureusement, ils rencontrent des difficultés pour avoir des collaborateurs qui maîtrisent la langue anglaise ou française. Donc on est là aussi pour les accompagner. Mais la langue est un des outils aussi de développement économique essentiel pour tout entrepreneur et évidemment pour l'économie algérienne. Absolument. Vous avez également une autre plateforme qui est le campus digital, c'est ça. Alors une manière de conquérir d'autres marchés, aborder des grands challenges. Comment réussir cette mutation numérique? Alors évidemment, on est dans une période de révolution numérique. Aujourd'hui, on ne travaille plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. On a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent. Et de la même manière, l'Algérie doit être également à l'affût de ces changements-là. On est dans un contexte de guerre économique. C'est très difficile aujourd'hui de trouver sa place, de valoriser son produit. Donc il est essentiel que l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est à la fois une TPE comme un grand groupe, de pouvoir maîtriser justement ces outils digitaux, d'où l'espace qu'on a mis en place justement pour accompagner les entreprises sur cette révolution et leur permettre aussi d'aborder les affaires de manière différente. Vous également, vous parliez tout à l'heure des Serious Games justement, ce projet que vous développez. Alors quelle a été la réceptivité sur le marché algérien ? Très bonne réceptivité. Après, on a tendance à croire quand même qu'on est un peu à des années-lumière peut-être de ce genre de concept, mais vraisemblablement ce n'est pas le cas. Il y a un terme qu'on dit beaucoup aux États-Unis, c'est évangélisation. C'est-à-dire qu'avant de démocratiser quelque chose sur un marché, il faut prendre le temps d'évangéliser les choses avant de les démocratiser. Oui. Il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'il ne cesse d'y avoir des premiers, mais on ne peut être que le premier. Quand on est le premier, on a une responsabilité. Quand on fait des serious games, il faut savoir aller chercher sa clientèle, mais il faut surtout aller chercher les personnes qui ont la conscience
qu'on a besoin, qu'ils ont besoin de travailler le mindset comme je le disais. Donc on a une belle clientèle qui en redemande, avec qui on fait des belles choses, avec qui on s'améliore nous-mêmes. Et puis ça tourne aussi bien évidemment autour du digital, parce que on peut rien faire aujourd'hui sans digital. Et justement, enfin, il y a une appétence des nouvelles générations. L'un des plus grands soucis, vous savez, dans les ressources humaines, c'est aussi de l'accueil des nouvelles générations. Hein. Ces jeunes qui sont nés qu'avec Internet et qui n'ont pas la même façon de travailler, qui choisissent leurs entreprises, qui choisissent leurs managers. On en est là aujourd'hui. Donc on est face à une révolution de l'employabilité, de l'empowerment, dans laquelle il faut apporter toutes les solutions possibles. Oui, justement, les nouvelles technologies qui ont rendu un peu le monde aujourd'hui comme un petit village, grâce à l'accessibilité justement, comment peut-on profiter justement de cette nouvelle technologie pour profiter au maximum du savoir-faire de la diaspora, même à distance? Parce qu'aujourd'hui, on dit que le retour de la diaspora peut se faire même s'ils ne sont pas présents physiquement, c'est-à-dire en profitant par exemple du savoir-faire, d'un apport scientifique ou économique, même sans cette présence physique. En fait, c'est la création du contenu. La technologie, ce qu'elle permet, c'est de rendre accessible de l'information, du contenu et des fonctionnalités. La première chose qu'on a à faire, c'est aussi mettre à niveau nos entreprises sur les systèmes d'information. Une fois qu'on a les systèmes d'information, qu'on a les plateformes, on peut aller vers le digital. Vous savez qu'on a des pionniers et aussi des leaders dans certaines activités à l'étranger qui sont portés par des Algériens. On a je prendrai un exemple d'un Sétifien qui est numéro 2 dans les systèmes d'information liés aux grosses entreprises de sécurité. Des gens qui emploient 20, 30, 40 000 employés. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que son logiciel est en partie développé en Algérie. On a des startups qui interviennent en France, au Brésil et en Allemagne, donc français, portugais et anglais, et qui développent et qui activent leur marché depuis l'Algérie. La diaspora, aujourd'hui, il faut juste lui donner la possibilité et les mécanismes de venir, de repartir, d'être entre les deux pays. C'est ce qui nous a, je pense, beaucoup permis de développer nos entreprises, c'est d'avoir cette capacité d'être entre plusieurs pour que le projet se construise dans la durée. C'est ça qui est intéressant. Justement, peut-être au passage rappeler que des pays comme l'Inde ou comme le Brésil, ce sont des pays peut-être qu'on devrait copier. Ces pays, ce sont des pays qui ont profité pleinement de leur diaspora établie aux États-Unis notamment, et qui, elle, a fini par créer justement leur tissu économique. Et parce qu'ils se sont 60% de leur territoire économique et industriel sont construits par la diaspora. Premièrement, ils sont basés sur des élites. Ils ont d'abord sourcé les élites. Ils savaient qui étaient leurs élites à l'étranger. Ils savaient que aux États-Unis, celui qui travaille sur le robot de Mars, c'est un Algérien. Et du coup, lui a son propre écosystème. Et lui donner l'accessibilité. Mais c'est aussi parce qu'eux avaient une culture de l'école et de l'université. Oui. C'est que l'école indienne, l'école brésilienne, elle n'est pas à la pointe. Mais en tout cas, elle sort de l'étudiant qui est très vite employable. Donc, en fait, c'est un tout. C'est comment on arrive à bien identifier notre diaspora et la mettre en network. Et on sait que la difficulté des networks, à cause de aussi notre ego algérien et de notre capacité à développer des intelligences collectives et de travailler ensemble sur des sujets communs, complexes, mais communs, où chacun trouve son intérêt et où chacun trouve sa valeur ajoutée. Mais c'est aussi localement comment l'écosystème va pouvoir répondre à cette problématique. Parce qu'il n'y avait pas d'informaticiens en Inde, on aurait pu développer, les Indiens de la diaspora auraient pu développer n'importe quelle intelligence, n'importe quel programme, il fallait le produire localement. Et donc il y avait les infrastructures, c'est pas avec un seul incubateur qu'on peut faire des choses. Il faut libérer et pour libérer l'initiative, merci beaucoup, il faut aujourd'hui faire un grand travail dans l'université. Oui. Madame Qassem, est-ce que vous pensez aujourd'hui que des profils comme les vôtres, par exemple, doivent être traités différemment en Algérie en tant qu'investisseurs, c'est-à-dire par rapport à d'autres investisseurs qui n'ont jamais eu d'expérience à l'international? Alors, il faudrait juste... On parle d'élite quand même.
Oui. Il faut juste laisser faire les gens. Je pense que c'est déjà un bon commencement d'abord de laisser faire toutes les bonnes volontés qui ont pour projet de créer de la richesse, de créer du bien. Effectivement, les Algériens sont à peu près dans tous les pays, dans tous les continents. Il y a des réussites absolument extraordinaires dans tous les secteurs d'activité. On a aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un contexte aussi d'influence. Et ça, il faut bien l'intégrer. On a des lobbying qui doivent s'organiser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers, hein, quand vous allez au Parlement européen, vous avez des gens qui sont payés à faire du lobbying. Aujourd'hui, dans tous ces Algériens qui sont à l'international, on se doit aussi de pouvoir nous reposer sur des personnes qui sont dans des postes stratégiques, hein, pour pouvoir justement nous reposer sur eux et déclencher un certain nombre d'actions pour l'Algérie. Donc le travail en réseau est extrêmement important. Et puis effectivement, nous, notre contribution, c'est de simplement faire ce que l'on sait faire et puis le faire aussi pour les autres en mode collectif, avec aussi des outils qui nous permettent d'accélérer un peu les choses. Mais qu'est-ce qui freine en fait? Pourquoi notre diaspora reste éparpillée et n'arrive pas à se fédérer autour d'un même projet, j'ai envie de dire? Est-ce que l'initiative doit venir des pouvoirs publics? Et les pouvoirs publics algériens ont déjà fait beaucoup d'efforts, hein, pour aller vers la diaspora, ou elle devrait aussi venir de vous, par exemple? Écoutez, je ne suis pas certaine. On peut se parler peut-être à bâton rompu, parce que c'est une question qui est franche, donc je vais vous répondre franchement. Je ne suis pas certaine que les autorités aient fait le job à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas considéré clairement sur certaines lois comme étant des Algériens à part entière. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Vous parlez du 51-49 ? Entre autres, effectivement, entre autres. Et à la base, l'opérateur économique est souvent en confrontation, en fait, avec les autorités publiques, ce qui est bien dommage, parce que tout le monde est perdant. Il y a des schémas qui doivent être absolument déconstruits pour reconstruire de nouveaux schémas. Ça, c'est important. Et il faut effectivement... Alors, le rôle de l'État devrait être celui, effectivement, d'un fédérateur. Et effectivement, l'État pourrait potentiellement avoir ce rôle-là. Mais s'il commence à s'immiscer dans les affaires économiques, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est important d'avoir effectivement des initiatives par les autorités, mais de laisser faire les gens et puis d'être traités effectivement de la même manière. Est-ce que vous pensez également que l'écosystème algérien n'est pas propice forcément à l'investissement des gens issus de l'immigration ou de la diaspora? Il n'est pas propice, et il aura du mal à être propice tout de suite. J'aime bien cette idée de dire qu'il ne faut pas qu'ils s'immiscent dans les problématiques économiques, mais ça, ce n'est pas une problématique de la diaspora, c'est une problématique locale. Il faut laisser les marchés se construire. Un marché, c'est une offre, c'est une demande, c'est des acteurs, c'est des écosystèmes. Et c'est quand on laisse les écosystèmes se construire qu'il y a des groupements d'intérêts qui vont se construire et qui vont, eux, prendre le rôle de lobbyistes. Et en tout cas, au-delà du lobbyiste, parce que des fois, on n'aime pas trop ce terme, on va dire qu'ils vont être force de proposition. Et c'est la force de proposition. Mais pour qu'il y ait force de proposition, il faut qu'il y ait oreille en face. Il faut qu'il y ait oreille empathique en face. C'est-à-dire une oreille qui écoute pour comprendre et pour agir avec. Ce n'est pas les mécanismes. Vous savez, la diaspora, rares sont ceux de la diaspora qui utilisent les mécanismes financiers que l'État propose. Quand on vient, souvent, on a un projet qui est bien ficelé. Vous parlez de la CNAC ou de l'ANSEJ, par exemple, des différents dispositifs qui ont été proposés. Quand on vient et qu'on a un projet économique, logiquement, on est capable d'aller soit à la banque, soit d'avoir ses propres fonds et d'aller... Ça, c'est pour les grands projets. Pour les petits projets, il y a eu quand même beaucoup d'investisseurs qui ont eu recours à dispositifs comme la CNAC ou l'ANSEJ. Tout à fait, mais la réflexion, c'est de dire qu'est-ce que tous ces protocoles-là permettent de libérer comme initiative et comme création de valeur, et comment ils permettent à des acteurs économiques d'un même milieu d'aller se rencontrer et d'aller créer de la valeur pour créer un marché et un écosystème plus fort. Elle est là. On a un problème aujourd'hui de contenu, mais le contenu aujourd'hui, on ne peut pas le créer parce qu'on ne se rencontre pas assez, parce qu'on n'a pas libéré l'initiative assez. Oui, absolument. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais vous faire réagir juste sur un thème d'actualité. Vous en avez touché un mot tout à l'heure, justement, sur la situation peut-être politique que vit notre pays en ce moment. Nous vivons de grands changements politiques avec les marches pacifiques qui ont eu lieu ces dernières semaines. J'aimerais savoir quelle est votre idée sur la diaspora, quel est le rôle de la diaspora dans tout ce qui se passe, et notamment dans la phase de transition qui va arriver.
À mon sens, est-ce que vous pensez que la diaspora a un rôle à jouer? La diaspora, déjà, elle est très à l'écoute et très à garde de ce qui se passe. Elle est passionnée par ce qui se passe et très engagée dans ce qui se passe. Beaucoup viennent même prendre l'avion aujourd'hui pour passer des week-ends, pour faire des marches. Elle a une responsabilité, oui, elle a une responsabilité de soutien, elle a une responsabilité aussi d'action et de réflexion, parce qu'elle a cette chance d'être... Parce qu'elle représente une élite. Déjà, vous représentez 25% pas forcément de l'élite algérienne, ce qui est énorme. Oui, parce qu'il n'y a pas que de l'élite dans le truc. Et puis, élite, il faudrait savoir, vous savez, il faudrait savoir le définir, l'élite. C'est la création du savoir, c'est l'expertise. J'aime bien dire que l'expertise, c'est le moment où on arrive à créer du savoir. La diaspora, elle a cette chance d'être, à une certaine mesure, complètement dépassionnée. Dépassionnée dans le quotidien. Elle est passionnée vis-à-vis de l'État, de l'Algérie, du pays, mais elle est dépassionnée dans le quotidien. Donc elle a un recul. Donc elle doit réfléchir et avoir des propositions. La deuxième chose, à mon sens, c'est de travailler sur des propositions concrètes. Et les meilleures propositions, à mon sens, aujourd'hui dont on a besoin, c'est celles des collectivités locales. C'est d'aller du plus bas, pas réfléchir tout en haut. C'est à tous les niveaux. C'est au niveau local. D'accord. Madame Benqasem? Oui, alors effectivement, la diaspora, enfin tout Algérien, quel qu'il soit et quel que soit le pays dans lequel il est basé, peut apporter sa pierre à l'édifice. On est vraiment dans la construction de quelque chose d'absolument incroyable. Vous l'avez très bien dit, pacifiste. Donc on a des contributions à son niveau, que ce soit une expérience économique, associative, politique, que ce soit dans le domaine aussi du sport. Il y a une espèce d'énergie en fait juste incroyable qui dépasse toutes les frontières, et on est devenu un petit peu le centre du monde depuis quelques jours. Donc essayons de capitaliser sur l'image de l'Algérie, essayons de capitaliser aussi sur des idées nouvelles, des bonnes pratiques aussi qui existent, et à chacun d'apporter sa contribution, donc peut-être sous une forme de plateforme digitale ou dans une espèce de démocratie participative. On a une carte à jouer, donc c'est le moment de jouer cette carte-là. On est même en train de créer des bonnes pratiques. Nous arrivons à la fin de cette émission pratiquement. Je vais vous proposer de voir avec nous une rubrique avec laquelle nous avons l'habitude de terminer cette émission, donc Nosta Diaspo. Je vous propose tout de suite un extrait du film Ali au pays des mirages d'Ahmed Rachdi. Donc c'est un scénario de Rachid Boujedra, un film qui focalise son intérêt sur la question du racisme dans les milieux de l'immigration. La musique est du grand chanteur, enfin du grand musicien Idir. Regardez. Et je vous propose à présent de regarder une des dernières parutions de Dar al-Khattab. C'est le livre de Mahmoud Blaïd, un livre scientifique qui s'intitule Une balade à ciel ouvert. Alors, pour revenir un peu sur l'auteur, Mahmoud Blaïd est ingénieur d'études et de réalisation de grands projets industriels à travers le monde, ancien professeur de physique et chimie au lycée Bouatoura d'El Biyar. Après un premier ouvrage vu sur les dérives alimentaires de notre époque, il nous entraîne donc vers un autre univers cette fois, l'espace intersidéral, dans une balade instructive et ludique à travers les planètes et les étoiles. C'est donc à l'édition Dar al-Khattab pour ceux qui s'intéressent aux ouvrages scientifiques, tout simplement. Nous arrivons donc à la fin de cette émission, messieurs, dames. Je vais faire quand même un tour de table pour terminer. Monsieur Salmi, un dernier mot. Je vous remercie d'abord de nous avoir donné cette opportunité pour nous exprimer un petit peu. Et je vous souhaite une bonne continuation et remerciements à toute l'équipe du plateau. Madame Benqasem. Écoutez, merci d'abord pour l'invitation, et puis encore une fois, ravie d'avoir participé à cette émission et de montrer que on regarde aujourd'hui tous dans le même sens, et puis on a beaucoup d'énergie. On essaye quand même de valoriser la diaspora. Oui, on valorise la diaspora qui est présente, qui est en masse, et il faut absolument justement tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse transformer son savoir-faire, et quel qu'il soit, pour l'apporter en bénéfice pour notre pays. Et nous sommes ravis d'y contribuer, de vivre ces grands moments également en ce moment.
Monsieur Khadraoui, j'ai envie de vous poser une question peut-être personnelle sur le bijou que vous portez. C'est très joli. Est-ce que ça a une signification? C'est un bijou berbère, j'imagine. C'est un bijou berbère. Je vais y répondre, mais j'aimerais juste dire une chose. La diaspora, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et je fais partie de cette diaspora, mais je suis aujourd'hui en train de devenir un local. Mais en tant que diaspora, il y a une chose qui me marque dans le film que vous avez choisi, c'est que la seule chose qui me ressemble dans ce film, c'est la date de naissance. C'est la date. 1980, c'est ma date de naissance. Et je trouve qu'on a des réalisateurs aujourd'hui contemporains qui sont plus intéressants que des films contemporains. Parce que pour moi, ça compte plus ces types de films-là. Et ça, c'est important pour moi de le dire, parce que l'image aujourd'hui qu'on doit avoir, c'est une image réaliste. Les images qui passent aujourd'hui ne sont pas des images qui ressemblent à celle-là. La diaspora, ce n'est pas des images qui ressemblent. Ça, c'est les combats de mon père. C'est les combats de nos parents. Et moi, aujourd'hui, ma responsabilité, oui, mais un peuple sans mémoire est un peuple voué au néant. En même temps, on ne peut pas tourner le dos à son histoire. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Khadraoui? L'important, c'est qu'on a passé des décennies à parler de notre histoire. Aujourd'hui, on est en train de la créer. Ce qui serait intéressant, c'est de la montrer quand on est en train de la créer. Le monde entier est en train de la... Et aujourd'hui, on a des réalisateurs algériens localement qui font des choses extraordinaires et qui passent juste par le web. Ça, c'était mon petit côté emmerdeur. Mais le côté sympathique, cette broche-là, en fait, c'est parce que je trouve de l'intérêt dans l'esthétique et je trouve qu'en Algérie, on a perdu un peu de notre esthétique et qu'elle est en train de revenir par la jeunesse. Et que votre bague porte-bonheur. C'est ma bague porte-bonheur. Je remercie la dame qui me l'a offert d'ailleurs, mais un bijou kabyle. Kabyle, oui. Voilà. Alors je remercie aussi la personne qui me l'a offert. Le vôtre, c'est plutôt Targué. Alors non, c'est Chaoui. C'est Chaoui, d'accord. Et vu que je suis Chaoui, donc c'était important pour moi d'avoir un bijou qui connotait un peu d'une partie de mon identité. C'est aussi, je disais, par esthétique, parce qu'on a besoin d'esthétique. Ça s'appelle Khlala, c'est ça? Ah, je ne sais plus, malheureusement, vous savez, je ne suis pas très culte. On me dit dans mon oreillette que ça s'appelle Khlala. Je suis plus très Vous allez voir un Chaoui au bout de... Et la dernière chose, c'est parce qu'on est en train de développer notre premier jeu de société grand public et que c'est un jeu de cette famille sur les ethnies algériennes et dans lequel on valorise le bijou, on le redécompose, on le réinvente. Ah, vous savez, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Hein. Merci pour cette note de sympathie pour la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, page Facebook de l'émission, elle s'inscrit d'ailleurs en bas de votre écran, encore sur YouTube. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.